nous nous étions arrêtés la dernière fois dans les définitions des affects, à la fin de la partie qui concernait les affects issus de la joie et de la tristesse. Il reste donc maintenant, comme Spinoza le dit clairement lui-même, la série des affects qu'il ramène au désir. On peut remarquer que ici, comme d'habitude, aussi bien dans l'éthique que dans le traité théologico-politique, Spinoza prend toujours soin de dire où il en est, ce qu'il a démontré, ce qu'il va démontrer. C'est-à-dire que, alors que certains lecteurs lui font la réputation d'être un philosophe obscur, il est vrai que parfois les matières dont il traite sont obscures, mais qu'en revanche, il prend le plus grand soin de rendre le plus clair possible sa façon de le traiter. C'est quelqu'un qui passe son temps à dire « voilà ce qu'on a fait, voilà où on en est, voilà ce qu'on va faire maintenant ». Donc, à la fin de l'explication de la définition 31, il disait « j'ai ainsi fini d'expliquer les affections de tristesse et de joie. Je passe donc maintenant à celles que je ramène au désir. » Le plan est toujours clairement, nettement sur la table. Donc, les positions 32, les définitions 32 à 48 vont être consacrées, au moins en principe, à ces affects issus du désir. La seule nuance qu'on pourra apporter, c'est qu'un certain nombre de fois, comme on l'avait déjà vu dans le cas des affects précédents, Spinoza va être amené à faire des entorses à ce principe en fonction de ce que suggère le langage courant. Et une fois encore, le langage courant est considéré comme un bon indicateur, comme n'étant pas dénué d'importance et d'intérêt malgré les détours auxquels il contraint, parce qu'il est représentatif de l'usage de la vie. Donc on trouve dans ces définitions, comme dans les scolies du livre qui précédait, ce double souci de Spinoza, d'un côté pour l'ordre géométrique qui démontre de façon contraignante un certain nombre de choses, et d'autre part pour l'héritage à la fois inadéquat et intéressant du langage courant, parce qu'il manifeste non pas les choses dans leur ordre génétique, mais les choses dans la mesure où elles pèsent sur nous par leur fréquence ou par leur intensité, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc je commence par la définition 32, la première de cette série, dont on va voir que précisément elle constitue une sorte d'exception. Proposition 32, le desiderium, à peine traduit par le souhait frustré. En tout cas, c'est certain que desiderium, ce n'est pas désir. Hein. Désir, c'est cupiditas. Il ne faut pas se laisser suggérer quelque chose par l'analogie linguistique. Donc le desiderium, le souhait frustré, c'est un désir ou un appétit de posséder une chose qui est alimenté par le souvenir de cette chose et en même temps réduit par le souvenir d'autre chose qui exclut l'existence de celle où se porterait l'appétit. Donc, j'ai le souvenir d'avoir eu autrefois une chose A, je souhaiterais l'avoir encore, je me souviens, et à cause de ce souvenir, je souhaiterais avoir encore la même chose, qui a donc été pour moi un objet de plaisir ou de joie, mais en même temps, je me souviens d'autre chose qui exclut son existence. Je me souviens de tel aliment que je mangeais avec plaisir, et je me souviens aussi d'indigestion que j'ai eue après, et en conséquence, je me souviens que le médecin m'a interdit de remanger de ça parce que ça ne convenait pas à mon métabolisme. Donc, à l'égard de cette chose, chaque fois que j'y pense, je me trouve dans une situation de desiderium. J'ai à la fois le souhait de me retrouver à cette situation et immédiatement l'association des conséquences gênantes ou des conséquences graves qui s'associeraient pour moi à cette situation. Bien entendu, l'association, ce n'est pas forcément l'association par les conséquences, ça peut être simplement par l'impossibilité. Je me souviens d'avoir passé des vacances très agréables dans tel endroit, mais maintenant cet endroit n'existe plus, il a été fermé, c'est impossible d'y aller, etc., etc. Donc apparemment, au moins tel que cette définition est indiquée ici, on est bien dans le domaine du désir. Mais un désir qui ne peut pas se réaliser et un désir dont au fond la simple formulation rappelle automatiquement des images qui lui sont contraires. Donc un désir d'une sorte tout à fait particulière. Alors lisons maintenant l'explication qui va revenir de façon plus détaillée sur le fonctionnement de ce type de désir frustré, pour montrer qu'en fait, la façon dont il fonctionne le renvoie plutôt à une sorte de mélange de joie et de tristesse.
J'ai eu l'explication. Quand il nous souvient d'une chose, nous sommes par cela même disposés à la considérer dans le même sentiment dont nous serions affectés si elle était là présente. C'est la puissance, une sorte de présentialisation de l'imagination. Imaginer quelque chose, une chose passée, ou anticiper par imagination une chose future, ça revient à faire comme si elle était immédiatement présente pour notre imaginaire. Ce n'est pas une découverte à ce moment-là de l'éthique, on le sait pratiquement depuis éthique 2. Mais cette disposition ou cet effort est le plus souvent, pendant la veille, inhibé par les images des choses qui excluent l'existence de celles dont il nous souvient. Alors pourquoi pendant la veille? Ça veut donc dire que Spinoza, sans beaucoup y insister, suppose que dans le rêve, ça ne se passe pas comme ça. Dans le rêve, il n'y a pas de principe de réalité qui nous fait remarquer que telle chose est impossible, soit par ses conséquences, soit par circonstances extérieures. Ou peut-être que Dum Vigilamus, pendant la veille, doit se comprendre comme pendant que nous y sommes attentifs. C'est-à-dire que si nous n'y faisons pas suffisamment attention, donc même en état de veille, nous risquons de nous bercer de souhaits en fait impossibles. Bon, peu importe l'interprétation forte ou faible que nous donnons à l'expression Dum Vigilamus, pendant que nous sommes éveillés, pendant que nous sommes attentifs, en réalité, il faut bien voir que il pourrait y avoir, disons, des rêveries, des échappées imaginaires qui nous masquent l'impossibilité d'avoir tel ou tel plaisir, mais que lorsque nous y faisons attention de façon forte, nous nous rendons compte que ce plaisir-là, cette joie-là est exclue. Donc, ce qui est exclu, à vrai dire, ce n'est pas le désir que nous avons de la chose, c'est la joie que nous retirons de sa jouissance, parce que le désir sera frustré. Je lis la suite de l'explication. Quand donc nous nous rappelons une chose qui nous affecte d'un certain genre de joie, nous nous efforçons par cela même, avec le même affect de joie, à la considérer comme présente. Donc je me souviens de tel aliment, je me souviens de tel lieu de vacances, et mon imaginaire me le représente comme immédiatement là sous mes yeux. Mais cet effort est aussitôt inhibé par le souvenir des choses qui excluent l'existence de la première. Donc, mon attention rappelle que cette jouissance est impossible, en réalité. Vous remarquez que quand on explique ce genre d'analyse spinozienne, on est amené, ici, à Pune, à utiliser le terme d'inhibé. Moi, je viens d'utiliser l'expression de principe de réalité. On est amené, encore une fois, à utiliser des expressions qui viennent du langage psychanalytique. Ça se fait assez spontanément. Donc le souhait frustré, le desiderium, est donc en réalité une tristesse qui s'oppose à la joie provenant de l'absence d'une chose que nous haïssons. Donc il y a une chose que nous aimons. Nous imaginons un instant qu'elle est possible, c'est-à-dire que la chose qui l'empêche, et cette chose qui l'empêche, nous la détestons, puisqu'elle empêche la réalisation de ce que nous aimons. Donc dans la rêverie, la joie est là à cause de l'absence supposée de la chose que nous détestons. Le coup de réel qui nous rappelle que la chose que nous détestons est là, fait apparaître la tristesse qui chasse la joie en question. Il y a donc bien en réalité une opposition entre joie et tristesse. Donc, quand on regarde de près son fonctionnement, cet affect qui semble être de l'ordre du désir, en réalité, lorsqu'on le développe dans le détail de son mécanisme, se représente comme une lutte entre joie et tristesse. Alors on se dit, mais alors pourquoi est-ce qu'il l'a mis là? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mis dans la série précédente? Réponse. Comme toutefois le mot de desiderium, le nom de desiderium, un nomen desiderium, comme toutefois le nom de desiderium semble être relatif à un désir, je ramène cet affect aux affects du désir. Autrement dit, ici encore, Spinoza considère que le nom, premièrement, est trompeur. Ce n'est pas vraiment un désir, c'est un conflit entre joie et tristesse. Mais deuxièmement, que cette tromperie n'est pas une pure vanité, un pur vide. Elle renvoie, au fond, à de l'imaginaire réel. Lorsque nous représentons un tel affect, et le nom n'est jamais que l'index de cette représentation, lorsque nous nous représentons un tel affect,
eh bien, il est normal que nous l'imaginions comme un désir. Ce que justifie qu'ils le mettent ici parmi les désirs. Ensuite, définition 23. L'émulation est le désir d'une chose qui est engendrée en nous parce que nous imaginons que d'autres ont ce désir. Donc, nous sommes ici dans un cas d'imitation des affects, bien que le terme d'imitation des affects ne soit pas prononcé. Exactement comme à l'intérieur de l'éthique 3, l'imitation des affects, c'est un désir qui naît par imitation. Et bien entendu, cette imitation n'est pas quelque chose de volontaire, de rationnel, et quelque chose qui naît par un mécanisme automatique du fait que nous imaginons le désir de l'autre. Et ici, dans l'explication, Spinoza rentre dans un détail supplémentaire qui, encore une fois, nous ramène à la question du langage et à la question de l'usage, et qui en même temps marque sa différence avec les nominations qui sont issues de l'usage. Quand il dit l'émulation, quand il dit dans la définition, l'émulation est le désir d'une chose qui vient de l'imagination que nous avons du désir des autres, remarquez qu'il ne qualifie pas les choses qui sont désirées. Il ne qualifie pas le contenu de ces désirs. Donc le contenu de ces désirs peut être soit un contenu positif, soit un contenu négatif. Mais alors que pour lui, le mécanisme est identique, pour l'usage de la vie, bien entendu, l'appréciation est différente, voire opposée. Donc dans l'explication, il va à la fois tenir compte de cette différence et expliquer cet écart. Je lis l'explication. Qui fuit, qui a peur parce qu'il voit les autres fuir ou avoir peur. C'est le cas typique de la bataille où l'avant-garde, parce qu'elle est effrayée par l'ennemi, parce qu'elle a été décimée, parce que, n'importe quelle raison, se met à fuir, et du coup, tous ceux qui sont derrière elle fuient sans savoir pourquoi, puisqu'ils n'ont pas encore affronté l'ennemi, mais voyant ceux qui étaient aux premières lignes fuir, toute l'armée se met à fuir. Il y a des exemples de ça dans toutes les guerres. Il y en a eu un qui est bien connu, en 1872, lorsque l'armée française a attaqué l'avant-garde hollandaise. L'avant-garde s'est débandée et tout le reste de l'armée s'est débandé à sa suite, sans raison particulière. À tel point qu'ensuite l'état-major a eu beaucoup de mal à récupérer les hommes, qui a fait fusiller l'officier, ou pendre, je ne sais plus, l'officier qui aurait dû empêcher cette débandade. Et que, du coup, d'autres officiers qui étaient liés à celui-ci ont été obligés de venir se justifier et, par exemple, de prouver qu'ils n'étaient pas en état d'arrestation afin que leurs hommes sachent qu'ils toucheraient quand même leur solde. Alors, je cite cette anecdote parce qu'en fait, c'est un des rares documents qu'on a sur la vie de Spinoza. L'un des officiers en question va déclarer devant notaire qu'il n'est pas en état d'arrestation et Spinoza vient servir de témoin. Spinoza signe le papier disant « J'ai vu que le colonel Montel était libre ». Donc Spinoza a entendu parler, mais il peut en avoir entendu parler tout simplement en lisant des historiens romains ou n'importe quel autre. Donc on a là, effectivement, une conduite d'imitation qui est très fréquente dans une guerre. Il y a des gens qui fuient et les autres, sans se demander s'ils ont raison de fuir, sans avoir peut-être eux-mêmes directement de raison de fuir, les fuient par imitation de leur comportement. Donc, ils imaginent les autres avoir peur et du coup, ils ont peur aussi. Donc, qui même, à la vue d'un autre homme se brûlant la main, retire la main et déplace son corps comme si c'était lui-même brûlé la main, donc je vois quelqu'un qui éprouve là un affect tout à fait physique, et moi aussi, je l'ai en même temps que c'est comme lorsqu'on crie, quand on voit quelqu'un crier, qu'on entend quelqu'un crier, alors qu'on n'a pas soi-même de raison particulière de retirer sa main ou de crier, on le fait aussi par simple imitation pré-rationnelle, pré-réflexive de l'affect de l'autre. Voilà. Lorsque quelqu'un fait cela, nous disons qu'il imite l'affect d'autrui et non qu'il a de l'imitation. Et non qu'il a de l'émulation, pardon. Donc nous le disons, c'est-à-dire que nous faisons par le langage une différence. Sous-entendu, en réalité, du point de vue mécanisme affectif, il n'y a pas de différence du tout. Ce n'est pas que nous sachions une cause de l'imitation différente de celle de l'imitation, mais l'usage, sed quia usu factum est,
mais l'usage a fait que nous appelions wokemus émule, celui-là seul qui imite ce que nous jugeons honnête, utile ou agréable. Donc, il y a un mécanisme général de l'imitation, du point de vue de la mécanique des passions. Ce mécanisme nous fait imiter toutes les conduites des autres, c'est-à-dire leurs conduites glorieuses et leurs conduites honteuses. Quand je vois quelqu'un s'élancer vers la bataille, je m'élance derrière lui sans réfléchir. Peut-être il a tort et moi aussi. Quand je vois quelqu'un fuir, je fuis en même temps que lui sans réfléchir. Mais bien que ce mécanisme soit le même, dans l'usage de la vie, qui se reflète dans l'usage du langage, nous appelons émulation seulement la moitié de ces comportements, c'est-à-dire ceux où nous voyons imiter des conduites honnêtes, utiles ou agréables. Quand nous voyons imiter des conduites de fuite, de peur ou simplement de douleur, nous ne disons pas imitation, nous ne disons pas émulation, nous disons simplement imitation. Donc, on voit bien ici comment Spinoza s'arrange en quelque sorte avec les jugements implicites qui sont contenus dans le langage courant. Comment il en tient compte tout en prenant soin de marquer son écart à leur égard. Ces jugements éthiques du langage courant enregistrent de façon aveugle un certain mécanisme et sur la base de ce mécanisme opèrent une différence qui en réalité, du point de vue génétique, est insignifiante, mais qui ne l'est évidemment pas du point de vue d'usage de la vie. Donc Spinoza, au fond, nous invite à relire l'unité sous la différence, à déchiffrer le mécanisme pour lui-même et non pas pour ses effets éthiques, ce qui ne veut pas dire qu'il s'interdit totalement ensuite de trier parmi les affects lesquels sont utiles ne le sont pas. Il le fera dans l'éthique 4. Mais il ne s'autorisera à trier qu'une fois qu'il aura mis au point une analyse complète des mécanismes. Bon, ce qu'il reproche aux autres, ça n'est pas de se livrer à des évaluations éthiques sur les affects, c'est de se livrer à ces évaluations avant la compréhension des mécanismes. Et la bonne démarche, à ses yeux, c'est-à-dire la sienne, c'est d'abord de comprendre les mécanismes de façon neutre, c'est le rôle d'éthique 3, et ensuite seulement de les trier éthiquement, ça sera le rôle d'éthique 4. Je passe vite sur les définitions 34, 35, 36, 37, où on reconnaît exactement les affects qui ont été définis dans l'éthique 3, la reconnaissance ou gratitude, la bienveillance, la colère, la vengeance, chacune étant définie comme un désir. Et il faut remarquer que, comme un certain nombre de fois, mais peut-être plus qu'en ce qui concernait la joie et la tristesse, Spinoza utilise la première personne du pluriel pour les définir. Quand il s'agissait de la joie et de la tristesse, dans ses définitions, il hésitait, de façon, semble-t-il, pas spécialement réglée, entre dire les hommes font telle chose ou nous faisons telle chose. Ici, regardez ces 4 formules. La reconnaissance ou gratitude, gratias et ou gratitudo, est un désir ou une impression d'amour par lequel nous nous efforçons de faire du bien à qui nous a en fait affecté pareillement. La bienveillance est un désir de faire du bien à celui pour qui nous avons de la considération. La colère est un désir qui nous excite à faire du mal par haine à celui que nous haïssons. La vengeance, c'est un désir qui nous excite à faire du mal à celui qui nous a porté dommage. C'est-à-dire que la première personne du pluriel, ici les affects ne sont pas décrits objectivement à la troisième personne du singulier ou du pluriel, ils sont définis à la première personne du pluriel, nous, les hommes, mais en même temps nous, vous, lecteurs, et moi, auteur. Et cette insistance sur le nous intervient précisément à propos d'affects qui sont en sorte réflexifs. C'est-à-dire nous avons un affect qui répond à un affect d'autrui, une conduite d'autrui. Définition 38, qui semble couronner cet ensemble de définitions. La cruauté ou férocité, crudelitas sive sevitia, c'est un désir qui excite quelqu'un à faire du mal
à celui que nous aimons ou qui nous inspire de la commisération. Alors ici, il y a un petit problème. C'est que jusqu'ici, justement, on parlait en termes de nous, qui nous pousse à faire telle chose, nous nous efforçons, etc. Et là, il y a bien, à la fin de la phrase, nous aimons ou nous avons de la commisération, mais bizarrement, cet affect ne semble plus le nôtre. Il semble être celui de quelqu'un. Donc on semble retourner tout d'un coup à un homme qui. La cruauté-férocité, c'est un désir qui, non pas nous excite à faire du mal, mais qui excite quelqu'un à faire du mal. Alors, on pourrait dire que c'est un peu curieux parce que dans le corps du texte d'Éthique 3, dans le corollaire de la proposition 41, plutôt dans le scoli du corollaire de la proposition 41, il s'agissait bien de nous, et il s'agissait effectivement d'une sorte de désir en retour. Or ici, c'est visiblement un désir qui n'est pas en retour. Il y a d'un côté nous qui aimons, nous A, disons, qui aimons un personnage B, ou qui avons de la pitié pour un personnage B, et puis il y a un personnage C qui est censé n'avoir pas de sentiment particulier pour B, ni pour nous A, et qui fait du mal à B. Donc, tel que je le lis ici, la définition 38 définirait la cruauté, au fond, comme le simple fait que quelqu'un d'autre que nous fasse du mal à quelqu'un, et à quelqu'un que nous aimons, que nous avons pitié. Donc, au fond, la cruauté, en quoi elle est différente de la colère, si c'est cela? Peut-être parce qu'elle est faite sans haine, mais il n'est pas dit explicitement qu'elle soit faite sans haine. Alors, est-ce qu'il faut prendre simplement la cruauté comme étant une surdétermination pour nous de l'acte d'autrui? Nous voyons quelqu'un faire du mal à quelqu'un que nous aimons, et alors son comportement nous paraît non seulement coléreux, mais aussi cruel, mais ça n'est pas une détermination supplémentaire dans son comportement à lui, c'est une détermination supplémentaire dans le regard que nous jetons sur ce comportement. Alors, il y aura une autre façon d'interpréter cette définition 38, c'est celle de certains commentateurs et éditeurs du texte, mais évidemment, ça les a amenés à modifier le texte, c'est-à-dire à remplacer, alors, ce que ne fait pas Apune, mais ce qu'ont fait d'autres éditeurs, à remplacer la troisième personne du singulier par une première personne du pluriel, comme c'est le cas dans les précédentes définitions. Donc à lire, la cruauté ou férocité est un désir qui nous excite à faire du mal à celui que nous aimons ou qui nous inspire commisération. C'est-à-dire, il y a quelqu'un que j'aime ou dont j'ai pitié, mais en même temps, donc j'ai pas du tout envie de lui faire du mal. J'attendrai plutôt, si je l'aime et que j'ai pitié de lui, que j'ai à son égard de la reconnaissance ou de la bienveillance. Surtout si cet amour de ma part vient d'un amour que j'ai constaté chez lui. Et puis, imaginons que pour une autre raison, j'ai envie de lui faire du mal, peut-être par jalousie, peut-être parce que bien que j'ai de l'amour à son égard, en même temps il appartient à une catégorie à laquelle j'affecte les sentiments de haine, etc., etc. On a vu que tous les cas de figure étaient possibles dans l'éthique 3. Donc à ce moment-là, la cruauté serait bien une complication de certains affects, c'est-à-dire qu'il y aurait de ma part à l'égard, alors il n'y aurait pas de tiers dans l'histoire, hein, il n'y aurait pas A, B et C, il n'y aurait que deux personnes, moi A et quelqu'un B. Et à l'égard de ce B, j'éprouve, je l'aime, donc j'éprouve de l'amour, ou j'ai pitié de lui, j'éprouve de la bienveillance. Et en même temps, pour une autre raison, j'ai le désir de faire du mal. Donc ce désir de faire du mal vient se mélanger et donner une tonalité particulière à l'amour que j'ai pour lui ou à la bienveillance que j'ai pour lui. Et la cruauté désignerait cet étrange mélange. Alors bien entendu, on trouve un grand nombre d'exemples dans le théâtre tragique, hein, cet étrange mélange d'amour et de méchanceté. Regardez dans Andromaque l'attitude de Pyrrhus à l'égard d'Andromaque. Il l'aime, mais en même temps, comme elle se refuse à lui, il lui en veut, donc il va essayer de la faire souffrir en pensant à faire immoler son enfant, etc., etc. Donc, on voit bien comment ce type de sentiment, la férocité, est un sentiment complexe qui naît à la fois d'un sentiment positif, l'amour, la bienveillance, la gratitude, et de la complexification de ce sentiment positif par une haine ou par un désir de faire du mal.
Alors, évidemment, dans ce cas-là, c'est un peu plus compréhensible, mais on obtient ce surcroît de compréhension qu'en modifiant le texte. Or, une des règles de la philologie, c'est de s'en tenir toujours à, si c'est possible, à la leçon qui se trouve dans le texte, même si elle est plus difficile. Alors, regardons maintenant l'explication, qui n'en est pas une, mais qui est plutôt une indication. À la cruauté s'oppose la clémence. Bon, vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Au lieu de faire du mal à ceux que nous aimons, il s'agit plutôt de faire du bien, ou au moins de s'abstenir de faire du mal à quelqu'un qui nous aurait donné motif de haine, donc de ne pas exercer sa vengeance. À la cruauté s'oppose la clémence, mais la clémence n'est pas une passion. C'est une puissance de l'âme, alors que faut-il entendre par animi potentia, une puissance de l'âme. Eh bien, sans doute faut-il le comprendre, puisqu'ici, Spinoza prend la peine de dire non pas que la clémence n'est pas un affect, mais qu'elle n'est pas une passion, sans doute faut-il comprendre qu'elle est un affect actif. Rappelez-vous qu'au début de l'éthique 3, on avait distingué deux sortes d'affects, les affects actifs et les affects passifs. La suite d'éthique 3, et ici la série de définitions, ne s'est intéressée pratiquement qu'aux affects passifs, c'est-à-dire les passions, à tel point que affect est presque devenu synonyme de passion. C'est seulement tout à la fin d'éthique 3 que deux théorèmes nous avaient rappelé qu'il existait des affects actifs et donc que même si dans la vie courante les affects sont en général des passions, on peut imaginer des affects qui ne sont pas des passions. Eh bien, ici, une puissance de l'âme, c'est sans doute quelque chose comme un affect actif. Donc la clémence serait un de ces affects actifs qui s'oppose aux affects passifs, c'est-à-dire aux passions. Alors, quel est le rôle de cette puissance de l'âme? Réponse, elle modère la collecte et la vengeance, c'est-à-dire précisément les affects passifs qui ont été définis en 36 et en 37. Alors là aussi, on se retrouve dans le cas de la tragédie classique. Pensez à Corneille, Cinna ou la Clémence d'Auguste. Ou, dans le cas de la rhétorique classique, pensez au grand traité de Sénèque, qui est un peu le programme politique du jeune Néron, c'est-à-dire de Néron au moment où il apparaît comme un prince éclairé, celui qui va rétablir pratiquement la République ou les bons usages de la République, qui est le De Clementia. Donc la clémence, dans la tradition latine et néo-latine, ou dans la tradition de la tragédie inspirée de latin, c'est bien cette puissance de l'âme qui manifeste la domination sur les passions. La domination de préférence d'ailleurs du souverain, mais aussi la domination de chacun dans le gouvernement de soi. Et après tout, dans Cinna, il y a justement cette formule que Corneille veut dire utiliser aussi dans sa traduction d'imitation, « Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être ». Et être maître de l'univers, c'est donner seulement au souverain, et même pas n'importe quel souverain. Être maître de soi, c'est donner à tous les hommes s'ils arrivent à se comporter à l'égard des passions, comme Auguste le fait à l'égard de son propre sentiment de vengeance. Donc, ici, on voit apparaître dans la définition un premier affect actif qui s'oppose à la série des affects passifs qui ont été déduits précédemment. Je passe vite sur les suivantes. Définition 39, la peur, c'est un désir d'éviter un mal plus grand que nous craignons par un moindre, on a déjà vu. 40, l'audace, c'est un désir qui excite quelqu'un à faire quelque action courant un danger que ses pareils craignent d'affronter. 41, la pusillanimité, celui dont le désir est réduit par la peur d'un danger que ses pareils osent affronter. Donc, vous voyez l'espèce de réponse qu'il y a d'un affect à un autre. Alors, je m'arrête une seconde sur l'explication de la pusillanimité. La pusillanimité n'est donc rien d'autre que la crainte d'un mal que la plupart n'ont pas accoutumé de craindre. C'est pourquoi je ne la ramène pas aux affections de désir. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a mis ici, puisque c'est une crainte, c'est-à-dire une tristesse? Réponse, j'ai cependant voulu en donner ici l'explication parce qu'elle s'oppose réellement à l'affect de l'audace, eu égard au désir qu'elle réduit. Autrement dit, depuis quelques définitions, ça a été le cas aussi de la cruauté, ou plutôt de la clémence qui est introduite dans l'explication sur la cruauté, on commence à s'intéresser non seulement aux affects elles-mêmes, mais aux moyens de les réduire. Et donc, on a mentionné quelque chose qui n'est pas une passion, la clémence. On l'a mentionné parce qu'elle est le moyen de réduire, de modérer la colère à la vengeance. Ici, on mentionne la pusillanimité, non pas
parce qu'elle est une passion issue du désir, non pas bien entendu parce qu'elle est sur une puissance de l'âme, mais parce qu'elle est une passion qui de fait réduit un certain type de désir, c'est-à-dire ce type de désir qui est l'audace. Donc on voit peu à peu Spinoza s'intéresser aux différentes formes de réduction des affects. Et ces deux explications de 38 et de 41 nous suggèrent qu'il y a deux façons de réduire un affect. Premièrement, par un affect contraire, et deuxième, par un affect passif contraire. Donc, un des moyens de réduire une passion, un affect passif, c'est l'utilisation d'affects contraires. Un certain type de crainte réduit l'audace, la témérité. Mais deuxièmement, par un affect actif. Les affects actifs sont ceux qui nous emmèneront vers la conduite rationnelle. Donc on peut dire qu'ici commencent à se mettre en place quelques jalons pour l'étude de l'éthique 4, qui au fond se demandera comment réduire les affects. Est-ce que les affects ne peuvent être réduits que par d'autres affects passifs contraires, ou est-ce qu'ils peuvent être réduits par des affects actifs ou par la raison? Définition 42. La consternation se dit de celui dont le désir d'éviter un mal est réduit par l'étonnement, l'admiration, ce qu'on avait vu derrière, du mal dont il a peur. Explication, la consternation est donc une espèce de pusillanimité. Mais comme elle naît d'une peur double, elle peut être définie plus commodément comme étant la crainte qui retient, de telle sorte qu'un homme frappé de stupeur ou flottant, qui ne puisse écarter le mal. Je dis frappé de stupeur en tant que nous concevons son désir d'écarter le mal comme réduit par l'étonnement. Donc ici, on voit en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler une modération négative de l'affect. Il faut une troisième façon de modérer un affect, une façon qui est catastrophique. Un affect en modère un autre, et ce qui est dommage, c'est que l'autre pouvait avoir quelques effets positifs, et qu'en le bloquant, eh bien, la consternation supprime ces effets positifs. Alors, je dis flottant, parce que nous concevons ce désir comme réduit par la peur d'un autre mal qui le tourmente également, d'où vient qu'il ne sait sur lequel des deux détourner. Autrement dit, on a là un homme qui a peur d'un certain mal. À défaut de la raison, la peur pourrait lui permettre d'éviter un mal trop grand en choisissant un mal plus petit, ce qui est une conduite objectivement rationnelle, même si elle ne l'est pas subjectivement. Et puis, face au mal plus petit, il est frappé d'une espèce de fascination, d'admiration, qui l'empêche de s'en détourner, ou qui empêche de se détourner du plus grand ou des deux à la fois, soit il hésite entre les deux et son doute, alors pas du tout un doute rationnel, mais son hésitation entre les deux sentiments, sa fluctuation entre les deux sentiments, fait qu'il ne peut plus choisir entre les deux mots. Donc là, la peur a bien été réduite, elle a bien été tempérée, mais de façon catastrophique. 43. L'humanité ou la modestie, humanitas ou modestia, est un désir de faire ce qui plaît aux hommes et de ne pas faire ce qui leur déplaît. Alors, remarquez que la modestie n'est pas définie en tant que telle uniquement comme un affect actif. Elle est plutôt définie à partir de la volonté d'imiter, indépendamment du contenu de ce que font les hommes que l'on imite. Et maintenant, à partir de la définition 44, on va se trouver devant quelque chose de tout à fait intéressant, à savoir la reprise, mais tout à fait en fin de course, de ce que, en général, les moralistes ou les théologiens considèrent comme les trois passions principales. On l'avait vu lors des précédentes explications, la morale courante, à la fois la morale populaire, celle qui est transportée par les rhéteurs, par les moralistes, les prêcheurs, et la morale des philosophes et des théologiens, considère qu'il y a trois passions principales
Et cette considération est tellement forte que lorsque Spinoza, au début du trait de la forme de l'entendement, doit expliquer comment il a eu du mal, comment au moins le narrateur de ce traité a eu du mal à se tourner vers la recherche d'un bien véritable, et qu'il a d'abord recherché les biens qui sont les plus fréquents dans la vie courante, eh bien, il classe ces biens de la vie courante dans les 3 catégories qu'on va retrouver ici. Sauf que Spinoza va, cette fois, énumérer ces catégories en les démontant, c'est-à-dire en produisant plus de catégories que les 3 usuelles. Donc les 3 catégories usuelles, telles qu'on les trouve dès Aristote, l'Éthique à Nicomaque, mais ensuite dans toute la tradition, et encore le trait de la réforme de l'entendement, c'est premièrement la recherche du plaisir, deuxièmement la recherche des richesses, troisièmement la recherche des honneurs. La recherche du plaisir, c'est au fond la recherche de satisfaction immédiate. La recherche des honneurs, c'est la recherche d'une satisfaction qui passe par les autres hommes, qui est la recherche du pouvoir, en fait. Donc la recherche des honneurs, l'ambition, ça mène à toute une série de conduites intermédiaires qui, alors c'est la critique traditionnelle que Spinoza a reprise à son compte, amène au fond à se faire l'esclave des autres hommes pour devenir leur maître. Il faut briguer les voix des électeurs. Pour briguer les voix des électeurs, il faut flatter leurs passions. Et une fois que les électeurs ou les soldats, si on veut faire un coup d'État, ou toutes ces séries de gens auront été satisfaits à leur passion, ils pourront satisfaire les nôtres en donnant le pouvoir. Donc, à l'immédiateté de la recherche du plaisir s'oppose le caractère médiat de la recherche du pouvoir des honneurs. Et enfin, le troisième aspect, c'est la recherche de la richesse, qui elle est encore plus médiate, puisque la richesse en elle-même, à part dans un imaginaire totalement pathologique, ne procure aucune satisfaction. Elle donne le moyen de s'acheter d'autres satisfactions. Donc de s'acheter les plaisirs, ou bien d'acheter ceux qui pourront nous conférer le pouvoir. Donc, en gros, 3 régions dans la recherche plus grande. C'est donc pour le jugement populaire, qui ne cherche pas à reconstruire la mécanique des passions, mais qui décrit simplement ce qui est le plus voyant, et Spinoza lui-même, quand il décrit cela, utilise le terme frequentius, ce qui est le plus fréquent, donc une morale du spectaculaire, c'est ce qui frappe le plus. Alors il faut remarquer qu'ici, ces 3 biens, ces 3 recherches de biens de vie courante, arrivent non pas au début, mais à la fin. Parce qu'au contraire, du point de vue de la mécanique des passions, du point de vue de l'ordre génétique, ils sont non pas primaires, mais très spécifiés. Donc on pourrait dire, pour Spinoza, comme pour la morale populaire, il y a 3 passions primaires, mais elles ne sont pas les mêmes du tout. Pour Spinoza, les 3 passions primaires, c'est désir, joie, tristesse. Et tout au bout de la construction très complexe qu'on fabrique à partir de désir, joie et tristesse, on arrive à ces 3 recherches de biens de vie courante. Alors qu'au contraire, dans la morale populaire, on regarde ce qui est le plus voyant, ce qui est le plus visible, le plus spectaculaire, et on commence par ces 3 recherches de vie courante, parce qu'elles remplissent le paysage, au fond. Le paysage affectif le plus commun, c'est ça. Alors, regardons ces 3 biens. Premièrement, alors, cette fois, il les donne dans un ordre différent. Définition 44. L'ambition est un désir immodéré de gloire. Ambitio est immodica, immodéré, gloriae cupiditas. Donc, en numéro 1, le désir du pouvoir ou des honneurs, qui est ici traduit comme désir de gloire. Et sa caractéristique, c'est son immodération. Tandis Spinoza fait comme s'il pouvait y avoir un désir de gloire qui ne soit pas immodéré. Donc il doit y avoir un désir de gloire qui est normal dans la vie des hommes, qui au fond fait partie des relations interhumaines. Alors regardons l'explication, parce que l'explication va, même très curieusement, faire intervenir les philosophes parmi les glorieux. Et c'est intéressant parce que d'ailleurs Spinoza lui-même
dans Éthique 5, fera revenir la gloire, mais en un autre sens, comme caractéristique philosophe. Alors, l'ambition est un désir par lequel tous les affects sont alimentés et fortifiés. Par suite, cet affect peut difficilement être vaincu. Autrement dit, c'est un affect, mais qui se trouve au centre de tout un réseau d'affects qui les nourrit et qui nourrit par eux. Donc, on ne pourrait le vaincre, le démonter, que si on détissait patiemment tous les liens qui unissent cet affect aux autres affects. Il apparaît donc comme un des nœuds principiels de notre vie affective. Aussi longtemps, en effet, qu'un homme est possédé par un désir, il est en même temps possédé par celui-là. Alors on pourrait objecter, mais après tout, un poste d'empereur dans l'Empire romain, il n'y en a qu'un. Bon, c'est vrai qu'il y a suffisamment de gens qui se battent pour l'avoir. Mais la réponse serait que n'importe quel désir peut se colorer désir de gloire, même si ça n'est pas le désir de pouvoir suprême. Au fond, chacun peut avoir son petit désir de gloire particulier, son désir de gloire dans son domaine, à son niveau, dans le cercle dont il recherche les faveurs. Le désir du regard d'autrui, puisque finalement c'est cela, trouve chez tous les hommes de quoi s'exercer. Et ici, Spinoza, qui d'habitude ne nomme personne, va enfin nommer quelqu'un. Et de cette façon, en nommant quelqu'un, il satisfait le désir de celui-ci. Donc, citation de Cicéron, « Les meilleurs sont les plus sensibles à l'attrait de la gloire ». Donc il y a aussi cette idée qui traîne dans la morale post-stoïcienne antique, et bientôt la morale néo-latine, c'est que la gloire, c'est peut-être même pas très condamnable. Certes, c'est une passion, certes, on pourra même dire que c'est un vice, mais c'est un vice qui est moins infect que d'autres. Qu'au fond, il vaut mieux être glorieux qu'être avare ou libidineux, ou ivrogne. Donc, il y a même dans la tradition philosophique une espèce d'indulgence pour celui-là. La preuve, cette formule de Cicéron, les meilleurs. Donc, certes, c'est pas bien, mais en fait, c'est la faiblesse de ceux qui sont sur le dessus du panier. Donc les meilleurs de Cicéron sont les plus sensibles à l'attrait de la gloire. Bon, ici, je corrige la traduction d'Apune ensuite, parce qu'il y a un jeu de mots dans le texte Cicéron que Apune n'a pas rendu. Même les philosophes qui écrivent des livres sur le mépris de la gloire inscrivent leur nom en tête du livre. C'est-à-dire Cicéron joue sur scribere, inscribere. C'est-à-dire le même verbe avec son composé désigne à la fois l'action écrire par laquelle on fait un livre pour enseigner que c'est pas bien de rechercher la gloire, et l'action par laquelle on met son nom en tête de ce livre. Pourquoi? Pour que les hommes se souviennent que c'est moi qui ai écrit ce livre où j'ai dit que c'était pas bien de chercher le souvenir des hommes. Et dans la phrase où Cicéron dit cela, il concède que ce sont les meilleurs qui le font. Et comme lui-même est en train d'en parler, il se classe lui-même parmi les meilleurs. Donc cette phrase a Cicéron à la fois pour sujet et pour objet. Et au fond, Spinoza, qui d'habitude ne cite personne, je le disais tout à l'heure, le cite ici, donc lui rend hommage à son désir de gloire. Alors on pourrait dire, oui, mais après tout, allez, mêlons un peu de biographie à la philosophie, ce qu'il ne faut jamais faire. Après tout, Spinoza, lui, n'a pas signé ses livres. D'abord, la plupart d'entre eux, il ne les a pas publiés son vivant, mais on n'est pas sûr que ce soit pour échapper à la gloire, c'est peut-être plutôt pour échapper à la calomnie. On est même sûr que c'était pour échapper à la calomnie et aux attaques des théologiens. Quand il les a publiés anonymement, et après tout, ses amis après sa mort ont publié ses livres avec seulement ses initiales. Cela dit, ça n'a aucun effet, tout le monde savait de qui c'était. Et même le traité théologico-politique qui a publié de son vivant et anonymement, en moins d'un an, toute l'Europe savait que c'était Spinoza l'auteur. Mais surtout, Spinoza, dans Éthique 5, réintroduit l'idée de gloire, en un sens tout à fait positif, mais au sens d'un affect actif et non plus d'une passion. C'est-à-dire qu'il va faire varier la notion de gloire en s'appuyant sur le terme de doxa aut kavod qu'on trouve dans les livres sacrés, pour la remplir cette fois d'un sens positif. C'est-à-dire qu'on retrouvera dans Éthique 5, exactement comme pour la joie, une variation du terme qui ne désignera plus une passion, mais qui désignera quelque chose d'actif. Donc la vraie gloire que doit chercher le philosophe. Mais qui ne sera évidemment pas la gloire qui consiste à mettre son nom sur un livre.
Donc, première passion courante, l'ambition comme désir immodéré de gloire. Deuxième passion courante, alors on va voir qu'elle va être... Alors je saute directement à la définition 47. L'avarice est un désir immodéré et un amour des richesses. Donc on voit maintenant la deuxième passion courante, la recherche de la richesse, et non plus la recherche du pouvoir ou des honneurs. Il la désigne par le terme avaritia, que avarice traduit mal, parce que avaritia en latin c'est à la fois avarice et cupidité. C'est à la fois... Alors que avarice en français désigne plutôt la volonté de conserver les richesses qu'on a, et moins celle d'en acquérir. Quand on parle de quelqu'un qui veut acquérir des richesses, on ne dit pas qu'il est avare en français actuel, on dit qu'il est cupide. Difficile de bien traduire avaritia parce qu'avaritia c'est les deux. Donc l'avarice est un désir et un amour des richesses, et de nouveau Spinoza dit un désir immodéré. Il ne dit pas immodicus, immoderatus, mais il y a une idée. Donc un désir qui n'a pas de règle. Un désir... Autrement dit, il peut y avoir un désir légitime d'acquérir des richesses, et effectivement, dans le trait de la forme de l'entendement, on avait bien vu que après le rejet des biens de la vie courante, dans l'espèce de morale par provision que Spinoza énonçait dans la suite du traité de la forme de l'entendement, il énonçait que même s'il ne faut pas rechercher le pouvoir, il faut rechercher des relations avec les hommes. D'abord pour qu'ils nous fichent la paix pendant que nous recherchons la sagesse, et aussi parce que ça nous donnera peut-être le moyen d'attirer certains d'entre eux vers la recherche de la sagesse. Et on sait aussi qu'il peut y avoir un désir légitime d'obtenir non pas des masses immodérées de richesse, mais quelque argent, bien tout simplement pour pouvoir nous livrer des expériences, continuer à vivre, etc., etc. Donc ici, ces deux passions, ambition et avarice, sont condamnées pour leur désir immodéré, et non pas simplement en tant que désir. Ce qui veut dire que l'homme gouverné par la raison, tel qu'on le trouvera dans le livre 4, pourra éventuellement rechercher des relations sociales et de l'argent, à condition de savoir en mesurer le contenu, et ça, l'adjectif nous indique la chose sans nous donner une règle véritable. Bien, je reviens maintenant à 45, 46 et ensuite 48. Ici, on trouve le troisième désir de la classification courante, mais il faut remarquer que ce troisième désir est divisé par Spinoza, cette fois en trois. Il va distinguer parmi les plaisirs, d'abord trois plaisirs particuliers, il ne nomme pas les autres, la boisson, la nourriture et le plaisir sexuel. Alors que d'habitude, on ne distingue pas. Quand on parle des plaisirs, on parle des plaisirs, c'est-à-dire des plaisirs du corps, on met ces trois plaisirs-là, et même sans doute toute une foule d'autres qui peuvent aller avec. Donc, luxuria, alors luxuria, il ne faut surtout pas traduire par luxure, vu la définition qu'il en donne, il n'y a plus la raison de traduire par gourmandise, on pourrait traduire par goinfrerie. C'est le désir, alors de nouveau, immoderata cupiditas, le désir immodéré, convivandi, c'est-à-dire de la nourriture. Ebrietas, l'ivrognerie, c'est le désir immodéré de boire. Donc, en ce qui concerne la nourriture et le fait de boire, Spinoza à la fois énonce et enregistre que tout un chacun sait que pour vivre, il faut bien boire et manger. Pour que l'individu continue à survivre, il faut bien boire et manger. Donc, l'affect négatif, la passion, est dans l'immodération de ce désir. Mais donc, il peut y avoir un désir modéré de ces plaisirs corporels. Alors, dans d'autres passages de l'éthique, dans l'éthique 4, il en citera d'autres, ces plaisirs corporels, qu'il considère comme tout à fait compatibles avec la raison. Il citera le fait de regarder des tableaux, des spectacles, des fleurs, etc., etc. Donc, toute une série de plaisirs sensoriels. Alors, je passe à 48, libido, alors que
Pune traduit ici par lubricité, je crois qu'il a raison, puisque c'est cupiditas qui veut dire désir, libido ne veut pas simplement dire désir en général. Et le contenu de la définition montre bien qu'il s'agit d'un désir sexuel. Libido est etiam cupiditas et amor in commiscendis corporibus, c'est-à-dire de l'union des corps. Donc il s'agit bien de la relation sexuelle. Qu'est-ce qu'il faut remarquer tout de suite? Premièrement, que c'est encore un plaisir du corps comme la gourmandise et l'ivrognerie. Donc on est toujours dans la menue-monnaie de la troisième sorte de désir. Mais que cette fois, l'adjectif immoderatus ou immodicus a disparu. Spinoza semble ici définir alors la lubricité, si on veut, simplement comme ce désir d'union des corps et non pas comme un désir immodéré. C'est-à-dire comme si le désir lui-même était une passion, que s'il ne pouvait pas y avoir d'affect actif ici. Alors qu'en ce qui concerne, je rappelle, à la fois les deux premières conduites, c'est-à-dire le désir de la gloire et le désir de l'argent, et les deux premiers éléments de la troisième conduite, c'est-à-dire le désir de la nature et de la nourriture poisson, et le désir de la boisson, Spinoza a énoncé et a même enregistré l'idée courante que seule leur immodération est une passion. Alors, il ne nous laisse pas l'incertitude, il va commenter. Et ce qui est remarquable, c'est que dans son commentaire, du coup, il semble faire machine arrière, c'est-à-dire ne plus l'énoncer en son nom propre. Il dit que ce désir du coït, coerundi cupiditas, soit modéré ou qu'il ne le soit pas, donc il nous fait bien remarquer justement que le terme de modéré n'est pas apparu dans la définition. Donc que cette définition était indifférente à la modération et l'immodération. Donc qu'il soit l'un ou l'autre, on a coutume de l'appeler lubricité. Libido appellaris solette. Autrement dit, Spinoza ne se prononce pas quant à lui là-dessus. Après tout, il pourrait nous dire que s'il raisonne en termes de survivance de l'individu, le désir de l'union de corps servant à la reproduction et à la survivance de l'espèce, on n'a pas besoin, au sens strict, ça fait partie de ce que les épicuriens appelleraient un désir naturel non nécessaire. Mais il ne le dit pas. Il n'éprouve pas le besoin de justifier que lui, en tant que tel, considère que la lubricité est une passion, qu'elle soit modérée ou modérée. Une fois de plus, comme on l'a vu dans un certain nombre de définitions précédentes, il renvoie à l'usage. Appellaris solette. Et l'usage qui est l'usage de la nomination. C'est-à-dire qu'il enregistre la conscience populaire, cette espèce de discrédit jeté généralement sur les affects sexuels, il les enregistre en tant qu'ils sont passés à un langage courant. Et il n'en dit pas plus. Alors, il n'en dit pas plus, on pourrait dire, l'explication continue longtemps. Oui, il va parler longtemps d'autres choses dans l'explication. Et à vrai dire, l'explication sert en quelque sorte de scolie, non pas simplement à la définition 48, mais aux 5 définitions qui précèdent. C'est-à-dire, j'y reviens encore une fois, aux 5 définitions qui reprennent les traits de ce que la conscience populaire et la morale traditionnelle considèrent comme les 3 passions les plus visibles. Alors, je lis ce qu'il en dit. De plus, les 5 derniers affects n'ont pas de contraire, car la modestie, puisqu'il a dit dans la définition 43 alors on pourrait penser que la modestie, par exemple, était le contraire de l'ambition. Pas du tout. La modestie est une espèce d'ambition, puisque la modestie consiste à imiter ce que font les autres, exactement comme l'ambition. Donc peut-être que la modestie, en certains cas, peut freiner l'ambition, mais elle ne la freine pas en tant que son contraire. J'ai déjà fait... Alors, on pourrait dire, mais attendez, on connaît des contraires pourtant à la gourmandise ou à la lubricité ou à l'ivrognerie. Réponse, j'ai déjà fait observer que la tempérance, la sobriété et la chasteté ne sont pas des passions, mais que ce sont des puissances de l'âme. Donc nous revoilà, comme pour la clémence, dans cette catégorie puissance de l'âme, donc des affects actifs, qui ne sont pas des passions. Alors, quel est l'intérêt de faire? Est-ce que c'est simplement un intérêt nominal? Est-ce qu'il s'agit de savoir comment on les appelle? Est-ce qu'on les appelait passions? Est-ce qu'on va les appeler puissance de l'âme? Pas du tout. C'est qu'au fond, aux yeux de Spinoza, il s'agit de savoir
si, lorsque des passions se combattent entre elles, elles peuvent cesser d'être une passion. Ou pour aller autrement, est-ce qu'on peut s'appuyer sur une passion pour combattre une autre passion? Ah oui, on le sait bien. Mais est-ce que cet appui sur une passion pour combattre une autre passion a une valeur rationnelle? Est-ce que ça diminue la virulence des passions? Après tout, c'est une idée qu'on trouvera très répandue, par exemple, au XVIIIe siècle. Que la raison est très faible, que la raison peut-être elle-même est une passion, c'est ce que dira Hume, et que la seule conduite que puisse trouver l'homme sage, c'est de réguler ses passions les unes par les autres. Alors, c'est en fait cette question-là qu'aborde indirectement Spinoza dans cette explication. Sous couvert d'une simple discussion un peu scolastique sur qu'est-ce qui est le contraire de soi, comment s'appelle telle tendance, est-ce que c'est une passion, est-ce que c'est un affect actif, ce qu'il aborde ici, c'est la question de la régulation des passions, soit par d'autres passions, soit par la raison, soit par les affects actifs. Donc, on a nommé directement par appel un certain nombre d'affects positifs, des puissances de l'âme, qui étaient tout à l'heure la clémence, et maintenant la tempérance, la sobriété, la chasteté. La question qui va se poser maintenant, dans la troisième partie de l'explication, ça va être de savoir si, pour progresser dans la rationalité, on a vraiment besoin de ces affects actifs, de ces puissances de l'âme, ou si, au fond, le simple jeu des passions, par leur opposition, ne suffit pas à diminuer par lui-même notre caractère passionnel. Parce que nous savons bien que, de fait, tous les ambitieux ne vont pas jusqu'au bout de leur ambition, tous les avares ne vont pas jusqu'au bout de leur avarice, etc., etc. Donc, est-ce que le freinage d'une passion par une autre passion ne contribue pas, en quelque sorte, à une éducation des affects, à une éducation des passions? Est-ce qu'il ne se produit pas une sorte de civilisation des passions par leur affrontement même? Parce que si c'était le cas, si c'était vrai, alors comme Spinoza vient justement de démontrer pendant tout Éthique 3, et encore dans les rappels définitionnels, que nous passons notre temps à être le lieu de combat, de guerre entre les passions, à ce moment-là, cette guerre entre les passions a des effets très positifs. Alors ce qu'a montré maintenant ici l'explication, c'est que non. Il dit, bien qu'il puisse arriver qu'un homme avare, ambitieux ou peureux s'abstienne des excès de table, de boisson ou de coït. Alors, est-ce qu'il veut dire qu'un avare s'abstient, par exemple, de rechercher trop de richesse? Non, non. Justement, je veux dire, on peut imaginer que ce sont des cas de combat entre les passions. Imaginons qu'un homme avare peut s'abstenir des excès de table. C'est le cas d'Harpagon dans la pièce de Molière. Parce qu'il est avare, comme il ne veut pas dépenser trop d'argent, il interdit à son intendant d'acheter trop de nourriture. Donc, il ne tombera pas dans la goinfrerie à cause de son avarice. Idem pour la boisson. Alors, on peut imaginer qu'un homme ambitieux puisse s'abstenir, lui aussi, d'excès, d'abord, il va ne pas être trop avare parce qu'il va avoir intérêt à dépenser son argent, bien mal gagné, pour s'acquérir des électeurs, pour s'acquérir des passe-droits, pour augmenter son pouvoir. Et puis peut-être qu'il va s'abstenir des excès de table, de boisson ou du coït, tout simplement parce que ça lui ferait une mauvaise réputation. S'il commence, rappelez-vous le passage du traité théologico-politique où Spinoza se demande comment les souverains perdent l'estime de leurs sujets et peuvent, en fait, malgré eux, susciter une insurrection. Spinoza n'est pas du tout parmi les théoriciens politiques qui appellent à l'insurrection, il trouve que c'est toujours nuisible, qu'une révolution remplace simplement un tyran par un autre, mais il constate que, de fait, parfois, le comportement des souverains, le comportement des magistrats, provoque, qu'ils le veuillent ou pas, l'indignation de citoyens, donc l'insurrection contre eux. Et parmi les motifs, il cite le fait que, alors c'est emprunté évidemment à des exemples latins, des magistrats, c'est-à-dire des souverains, des gouvernants, qui courent dans les rues ivres et avec des prostituées. Alors,
L'ambitieux, c'est-à-dire le magistrat qui veut obtenir le pouvoir ou garder le pouvoir, s'abstiendra justement d'excès sexuels ou d'excès de boisson, au moins trop visibles, parce que ça lui ferait une mauvaise réputation et ses sujets ne voteraient plus pour lui ou se révolteraient contre lui parce qu'il serait déconsidéré. Donc on voit bien ici comment la force d'une passion, ici l'ambition, peut lutter contre une autre. De même, dans le cas de l'avare qui s'interdit de trop manger ou de trop boire parce que ça coûte très cher, on voit bien comment la force d'une passion empêche le développement d'une autre. Alors, donc, de fait, c'est possible et tout le monde le sait. C'est pourquoi Spinoza tient compte de cet argument. Mais à ses yeux, cet argument n'est pas dirimant parce qu'il ne prouve pas ce qu'il devrait prouver. Et bien qu'il puisse arriver qu'un homme avare, ambitieux ou peureux s'abstienne des excès de table, de boisson ou du coït, l'avarice cependant, l'ambition et la peur ne sont pas opposés à la gourmandise, à l'ivrognerie ou à la lubricité. Car l'avare souhaite la plupart du temps se gorger de nourriture et de boisson aux dépens d'autrui. Évidemment, si Harpagon est invité à dîner chez quelqu'un d'autre, évidemment, il pourra très largement manger, boire, etc., parce que ce n'est pas lui qui paye. Donc, l'avarice, quand elle empêche l'avare de dépenser son argent pour s'acheter de la nourriture, ne supprime pas du tout en lui la goinfrerie, elle en supprime seulement les effets. Donc le freinage d'une passion par une autre passion n'éradique pas la passion, elle l'empêche simplement de manifester ses effets. Elle reste tout aussi brûlante par en dessous. Et donc un psychanalyste ajouterait, elle est d'autant plus nuisible qu'elle est refoulée, mais reste tout aussi vivante, bien entendu. C'est-à-dire que le jour où elle aura l'occasion de se donner libre cours, eh bien, elle éclatera encore plus fort. Donc on peut penser que Harpagon, lorsqu'il est invité à manger chez un de ses voisins, non seulement sera aussi goinfre que s'il n'était pas avare, mais le sera encore plus, parce que son avarice a freiné sa gourmandise pendant longtemps. Donc, car l'avare souhaite la plupart du temps se gorger de nourriture et de boisson aux dépens d'autrui. L'ambitieux, pourvu qu'il ait l'espoir de n'être pas découvert, alors modéra n'est pas une bonne formule parce que c'est pas ça, tempérabit, ne se tempérera en rien, et s'il vit parmi des ivrognes et des lubriques, il sera par son ambition même plus enclin au même vice. Autrement dit, si l'ambitieux s'abstient de courir les rues en état d'ébriété avec des prostituées, c'est parce qu'il sait que s'il le fait dans la rue, ça se saura et ça le déconsidérera aux yeux de son peuple. S'il est déjà un souverain, ou aux yeux de ses futurs électeurs ou de son futur peuple, s'il aspire simplement au pouvoir. Donc, ce qu'il réprime en lui, ce n'est pas sa passion elle-même, c'est l'effet visible de sa passion. Donc, si on lui offre le moyen de le faire en se cachant, bien évidemment, il s'y livrera. D'où d'ailleurs tous les fantasmes sur les vices cachés des gouvernants. Et au moment où Spinoza écrit, c'est-à-dire dans des régimes qui sont pour la plupart des régimes monarchiques, rappelez-vous qu'il y a un genre littéraire qui fait fortune, c'est le pamphlet. Et le pamphlet, en France par exemple, la France, plus la monarchie est absolue en France, c'est-à-dire plus est interdit d'exprimer une position publique, plus s'impriment des pamphlets qui sont censés révéler les vices secrets du roi. Tout ce que Louis XV est censé faire dans le parc aux cerfs, tout ce que Marie-Antoinette était censée faire en secret avec tous les amants qu'on lui prêtait, etc., etc. Or, ce fantasme, cette littérature de révélation, vraie ou mensongère, des vices cachés des souverains, elle répond exactement à ça. Elle répond à l'idée que tout le monde a que les souverains ont des passions comme tout le monde, peut-être même des passions encore plus fortes que tout le monde parce qu'ils répriment en public, mais que ces passions qu'ils répriment en public, ils ont le désir et les moyens, bien entendu, de les exercer en privé. Et bien entendu, le fait par le pamphlet de les faire passer du privé au public rentre dans les mécaniques insurrectionnelles que Spinoza analysait à l'intérieur du traité logico-politique. Donc on voit bien ici comment même des formes littéraires comme le pamphlet ou des mécaniques politiques comme la déconsidération du souverain et la préparation de l'insurrection renvoient à ce jeu entre les passions et à l'effet qu'ont les passions les unes sur les autres. Donc ici encore, ce qu'on lit à même le texte de Éthique 3 prépare ce qu'on lira
dans l'interprétation spinoziste de l'histoire et de la politique, dans le traité politique et le traité théologico-politique. Alors, je n'ai pas fini d'expliquer cette phrase. Spinoza dit, s'il vit parmi les ivrognes, toujours l'ambitieux, s'il vit parmi des ivrognes et des lubriques, il sera par son ambition même plus enclin au même vice. Autrement dit, le même ambitieux qui, à l'égard du grand public, celui qui est pétri d'idées morales, qui pense qu'il ne faut pas passer son temps avec ses sexuels, qu'il ne faut pas se passer son temps dans l'ivrognerie, etc., même si ça peut lui arriver à lui de le faire, il pense qu'il ne faut pas. Donc, à l'égard de ce public-là, l'ambitieux s'abstiendra soit de le faire, soit au moins de le faire de façon visible. Mais en même temps, dans le petit cercle des autres ambitieux, des conspirateurs, alors, à quoi on pense là? On pense à Salluste, la conspiration de Catilina, ou on pense à tout ce que Tacite décrit sur les vices des empereurs romains et de leur entourage. Donc dans un petit cercle qui, lui, ne partage pas cette morale populaire, mais au contraire se laisse aller à ses excès, eh bien, l'ambitieux qui veut être aidé par ses amis à conquérir le pouvoir, bien entendu, favorisera leurs vices et les partagera pour leur montrer qu'il est comme eux. Donc le même mécanisme, l'ambitieux qui a besoin d'imiter autrui, fera qu'en public, il imitera la pudibonderie du grand public et qu'en privé, il imitera les débordements d'ivrognerie ou débordements sexuels de ses amis ou de son clan. Donc finalement, ces comportements qui ont l'air d'être opposés, on voit exactement à la même mécanique imitative qui est à la base de l'ambition. Donc, aussi bien pour l'avarice que pour l'ambition, leur conflit avec d'autres passions n'éradique pas ces passions, ils ne les rendent que plus cachées ou plus violentes lorsqu'elles ont enfin le moyen de s'exprimer. Le peureux, enfin, fait ce qu'il ne veut pas. Ça veut donc dire que celui qui par peur, ne se livre à aucune des passions parce qu'il a peur, je sais pas moi, d'attraper des maladies s'il se livre à tel ou tel excès, ou il a peur d'être condamné par le regard d'autrui s'il se livre à cet excès et autres, il continue à désirer ce qu'il ne fait pas. Donc il ne le fait pas, mais le désir en lui est tout aussi fort. Enfin, troisième raison maintenant, alors on retrouve là une image qui traîne souvent sur la plume de Spinoza. Alors aussi, si on veut faire une biographie, on dirait que ce n'est pas étonnant sur la plume de quelqu'un qui vit en Hollande. Quand il s'agit des dangers de la recherche des richesses, Spinoza parle toujours de la mort qui est causée par la recherche des richesses. On se demande toujours pourquoi. Bon, c'est vrai que ça arrive qu'un banquier se fasse kidnapper et assassiner, mais bon, on voit pas. Mais tout simplement, l'idée qui est derrière, c'est le naufrage qui attend le commerçant qui part en mer. On a cette idée qui traîne dans le trait de la forme d'entendement, on l'a retrouvée dans le passage d'éthique, et ici, explicitement, Spinoza nomme le naufrage puisqu'il parle de jeter ses biens à la mer. Je lis. Enfin, bien qu'il jette à la mer ses richesses pour éviter la mort, il demeure avare. Donc, l'avare est celui qui est entassé donc qui est parti aux Indes néerlandaises pour acquérir beaucoup de marchandises qui lui rapporteront de l'argent quand il les vendra à la bourse d'Amsterdam. Il y a une tempête qui se déclare. L'avare a peur que le bateau coule, donc il ordonne qu'on jette à l'eau toutes les marchandises qu'il a ramenées. Donc il se ruine. Il se ruine par peur de la mort, pour sauver sa vie, simplement. Est-ce qu'il devient moins avare pour ça? Pas du tout. Il reste tout autant avare qu'avant. Simplement, pour un instant, la peur de la mort a été plus forte que son avarice. Mais dès que la peur de la mort sera écartée, il n'aura pas été instruit par l'expérience et en conséquence, il recommencera à chercher à accumuler des richesses. Donc une fois encore, là, une passion, la peur de la mort, a contrecarré les effets d'une autre passion, mais n'a pas du tout supprimé l'autre passion elle-même. Enfin, le lubrique est triste de ne pouvoir se satisfaire, mais il ne cesse pas pour autant d'être lubrique. Donc dans les trois cas, la passion demeure, bien que dans ses effets, dans ses manifestations, elle soit contrecarrée.
Et d'une manière générale, ces affects ne concernent pas tant les actes mêmes de manger, de boire, etc., que le désir et l'amour de ces actes. Autrement dit, une passion ne peut en contrarier une autre, enfin une passion peut en contrarier une autre dans ses manifestations, dans ses effets, ni l'une ni l'autre ne cessent pour autant d'être des passions, ne cessent pour autant d'être actives à l'intérieur de l'individu. Donc qu'est-ce qui s'oppose véritablement à ces passions? Réponse: on ne peut donc rien opposer à ces affects, sinon la générosité et la fermeté d'âme dont nous parlerons plus tard. En fait, il en a déjà parlé tout à la fin de l'éthique 3, mais encore de façon très elliptique. C'est dans l'éthique 4 et dans l'éthique 5 que seront analysées les fonctions de ces affects actifs que sont la générositas et l'amositas. Alors, ensuite, quatrième partie de cette explication, qui est en sorte la conclusion de ces définitions des différents affects. Je passe sous silence les définitions de la jalousie et des autres fluctuations de l'âme, tant parce qu'elles naissent d'une combinaison des affects déjà définis, que parce que pour la plupart, elles n'ont pas de nom. Donc une nouvelle fois, on voit Spinoza se conformer à l'usage courant de la langue. Ce qui n'a pas de nom ne vaut pas la peine d'être défini. En général, ne vaut pas la peine d'être défini. Et puis aussi parce que chacun pourra les reconstruire à partir des différentes passions qui les composent. Le fait qu'elle n'ait pas de nom, et là je crois que c'est l'endroit où il montre plus clairement la relation pour lui entre usus linguae et usus vitae, entre l'usage du langage et l'usage de la vie. Là, il le dit explicitement, parce que la plupart donc, de ces affects n'ont pas de nom, deux points, ce qui montre qu'il suffit pour l'usage de la vie de les connaître en général. Donc, si on ne leur a pas donné de nom, c'est au fond que pour l'usage de la vie, on n'a pas besoin. Donc c'est bien l'usage de la vie qui règle l'usage de la langue. Et au fond, l'usage de la vie règle aussi l'usage du philosophe. S'ils sont des passions très dérivées, même si elles sont très présentes dans notre vie, on n'a pas besoin de les connaître dans leurs détails, il faut les connaître pour cet usage de la vie in genere, en général. Là où en revanche Spinoza se sépare de l'usage de la vie, c'est que pour les connaître, il ne fait pas du tout confiance à la simple description comme dans la morale traditionnelle, il les reconstruit de façon génétique, bien entendu. C'est ce qu'on a vu depuis le début du livre. Bon. Il est d'ailleurs clair, par les définitions des affects, que toutes naissent du désir, de la joie et de la tristesse, ou plutôt qu'elles ne sont rien que ces trois, qui toutes ont coutume d'être appelées de divers noms, à cause des relations suivant lesquelles on les considère et de leur dénomination extrinsèque. Donc, au fond, si on met entre parenthèses les multiplicateurs, ce qu'il appelle ici les relations et dominations extrinsèques, à savoir la variété des objets, la variété des temps, la variété de la certitude, bien, finalement, toutes ces passions dérivées ne sont que des modalités du désir, de la joie et de la tristesse. Et il ajoute, transition, si maintenant nous avons égard à ces affects primitifs et ce qui a été dit auparavant de la nature de l'âme, nous pourrons définir comme il suit les affects en tant qu'ils se rapportent à l'âme seule. Donc après l'ensemble de ces définitions individuelles des affects, nous allons avoir une définition générale des affects. Alors je la lis. Un affect que l'on appelle passivité de l'âme, qui animi, alors il ne dit pas passio là, il dit pathéma, si on utilise le terme grec, qui animi pathéma dicitur. C'est une idée confuse par laquelle l'âme affirme une force d'exister de son corps ou d'une partie de celui-ci, plus grande ou moindre qu'auparavant, et par la présence de laquelle l'âme elle-même est déterminée à penser à telle chose plutôt qu'à telle autre. Alors, première chose à remarquer, Spinoza ici dit, pour désigner l'affect, animi pathéma.
et non pas passio mentis. Alors que tout le raisonnement qui a précédé portait sur les passions, passio, pluriel passiones, et le lieu de ces passions, c'était l'animus, génitif animi. Pardon, le lieu de ces passions, c'était la mens, qui à la fois était le lieu de la connaissance et le lieu de l'affect. Ici, tout d'un coup, alors qu'il a annoncé qu'il parlerait des affects en tant qu'elles se rapportent à la mens seule, il commence par parler de l'animus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'animus? C'est pas très clair dans le langage Spinoza. Je dirais que c'est deux choses. C'est à la fois ce qu'on pourrait appeler en français le cœur. Pas le cœur au sens de l'organe l'organe physique, physiologique, mais plutôt au sens où on dit avoir du cœur. Deux sens, hein. Avoir du cœur, c'est être bon, et avoir du cœur, c'est être courageux. Rappelez-vous la citation que Soto applique Chateaubriand: « Macte animo generose puer ». Il faut avoir un peu de cœur. Bon. L'animus, c'est ça. C'est alors peut-être quelque chose qui a à voir avec les affects de la mens, mais qui aussi se manifeste dans le corps, par les formes de courage, et plus généralement par, je dirais, l'aspect émotif en tant qu'il n'est pas intellectuel. C'est-à-dire, par exemple, ce qui ne concerne pas la mens. Et deuxième dimension de animi, très souvent, enfin de animus, très souvent dans le latin néoclassique et classique, et même dans celui de Spinoza, animus n'a pas de sens particulier, il sert à porter un adjectif, et c'est l'adjectif qui désigne réellement ce qui est intéressant, c'est-à-dire la passion elle-même. Donc, je suis un peu gêné par le fait que ici Apune traduit par une affection dite passion de l'âme. Moi, je dirais un affect dite passivité du cœur. Bon, c'est pas joli, mais ça permet de comprendre qu'il ne s'agit pas des termes usuels, il ne s'agit pas des termes qu'on a rencontrés dans l'ensemble du texte. Et Spinoza en dit deux choses de cette pathéma animi. Il en dit premièrement que l'âme, alors cette fois véritablement l'âme, mens, affirme une force d'exister du corps, et deuxièmement, que la présence de cet affect a un effet sur la mens elle-même. Autrement dit, on a l'impression que pour définir l'affect, on le définit à la fois comme une conséquence ou une procédure de la mens et quelque chose qui a un effet sur la mens. Mais quand on est là, on doit se dire, mais au fond, quand il a commencé Éthique 3, Spinoza avait défini ce que c'est qu'un affect déjà. Il est donc peut-être légitime de comparer la première définition des affects qu'on trouve au début de l'Éthique 3 à cette définition ultime. Dans un livre de mathématiques, ça va être les deux identiques. Ici, entre les deux, il s'est passé toute une construction complexe qui a produit la diversité des passions. Alors, regardons au début de Éthique 3. On trouvait trois définitions. Premièrement, la cause adéquate. Deuxièmement, être actif, être passif. Et troisièmement, la définition des affects. Alors, on lisait per affectus, par affect, intelligo corporis affectiones, j'entends les modifications du corps, quibus ipsus corporis agendi potentia augetur ou eliminuitur, par lesquels la puissance d'agir du corps est augmentée ou diminuée, iuvatur ou ercetur, et aider ou freiner, et simul arum affectionim ideas, et en même temps les idées de ces modifications. Je traduis affectio par modification. Alors, on a l'impression en lisant ces deux définitions qu'à la fois elles se ressemblent vaguement et en même temps qu'il y a un certain nombre de différences. Première différence, c'est que, plutôt premier rapport, c'est que dans les deux cas, on entend parler à la fois de l'âme et du corps. Mais aussitôt, différence immédiate, dans la définition du début, c'était la modification du corps qui arrivait en premier,
Et on disait et simul et aussi les idées de ces modifications. C'est-à-dire que les modifications de l'âme, bien que présentées comme simultanées, dans l'ordre explicatif, arrivent en second. Ici, au contraire, ça semble être la mens qui est le sujet de l'affect, et le corps est simplement ce dont on affirme quelque chose. Donc dans les deux cas, il s'agit du corps et de l'âme, mais tout se passe comme si le long parcours à travers les affects avait amené à modifier la définition de façon à faire passer l'âme au premier plan. Deuxième distinction, il y a bien dans la définition initiale à la fois l'âme et le corps, mais qu'est-ce qui les réunit? C'est ce et simul, et en même temps. Autrement dit, c'est une juxtaposition. Il se passe quelque chose dans l'âme, dans le corps, il se passe la même chose dans l'âme. Ou il se passe quelque chose dans l'âme qui lui correspond, qui est son idée. Et puis, cette première définition ne va pas plus loin que cette simple juxtaposition. Or, cette simple juxtaposition, ça n'est pas un acquis, puisqu'on savait depuis Éthique 2.7 que quand il se passe quelque chose dans le corps, il se passe la même chose dans l'âme et réciproquement. Ici, au contraire, on a plus qu'une juxtaposition, parce que le rapport de l'âme et du corps, il est exprimé par l'idée d'affirmer une force d'exister. Donc, certes, du fait de l'incommunicabilité des attributs, on ne dit pas que l'âme a un pouvoir sur le corps. C'est impossible en régime spinoziste. Mais on trouve ce qui en serait le plus proche dans la problématique Spinoza, c'est que l'âme affirme une force d'exister de son corps. On dira bien entendu, c'est la même chose, si on veut, que être l'idée du corps. Oui, mais dire que l'âme est l'idée du corps, c'est une variante très abstraite. Alors que dire que l'âme affirme une forme d'exister de son corps, c'est une compréhension extrêmement concrète de la même chose, et beaucoup plus dynamique. Alors, qu'il y ait une proportion plus grande ou moins grande, on le trouve dans les deux cas. Mais en même temps, il y a quelque chose qu'on ne trouvait pas de l'autre côté, puisque ce qui concernait l'idée était très faible. Il y a la conséquence de l'affect. Par la présence de cet affect, la mens elle-même est déterminée à penser à telle chose plutôt qu'à telle autre. Autrement dit, l'affect a un effet sur le contenu de la pensée. Et on a renvoyé ici non seulement à tous les processus d'association d'idées, c'est-à-dire d'images qui ont été mentionnées, mais aussi à toutes les autres formes d'association. Enfin, ici, on nous dit non seulement que l'affect est une idée, mais c'est une idée confuse. Pourquoi? Ce n'était pas dit du tout dans la définition 3 initiale. Pourquoi? Parce que dans la définition 3, Spinoza prenait en vue toutes les sortes d'affects, c'est-à-dire aussi bien les affects actifs que les affects passifs. Comme dans le cours de l'éthique 3, il s'est centré à peu près exclusivement sur l'affect passif, il est logique que la définition générale des affects ne prenne en vue que ces affects passifs. Donc, l'idée devient automatiquement l'idée confuse. Alors, il explique lui-même, et la partie qui s'intitule explication est à strictement parler une excellente explication de texte. Je veux dire par là qu'il prend les mots principaux du texte et qu'il les situe dans leur contexte. Je dis en premier lieu qu'un affect ou affection de l'âme est une idée confuse. Nous avons montré en effet que l'âme est passive en tant seulement qu'elle est des idées inadéquates ou confuses. Donc c'est clair, les affects concernent l'âme passive. Donc il ne s'agit ici que des affects passifs, c'est-à-dire des passions. Je dis ensuite par lequel l'âme affirme une force d'exister de son corps, ou d'une partie de celui-ci, plus grande ou moindre qu'auparavant. Il renvoie, au fond, à ce que nous savons du processus des rencontres entre le corps et le corps extérieur. Toutes les idées des corps que nous avons indiquent en effet plutôt l'état actuel de notre corps que la nature du corps extérieur. Et l'idée qui constitue la force d'un affect,
doit indiquer ou exprimer l'état qu'a le corps ou une de ses parties, par suite de ce que sa puissance d'agir ou sa force d'exister est accrue ou diminuée, secondée ou réduite. Donc, l'idée de puissance d'agir du corps, qui était mentionnée dans la définition initiale, est traduite dans la définition finale par la force que l'âme affirme du corps. Donc c'est bien la même chose, mais le sujet et l'objet ont échangé leur place. On doit noter toutefois que si je dis force d'exister plus grande ou moindre qu'auparavant, je n'entends point par là que l'âme compare l'état présent du corps avec le passé, mais que l'idée constituant la forme de l'affect affirme du corps quelque chose qui a effectivement plus ou moins de réalité qu'auparavant. Autrement dit, l'opposition est entre rewera, qui a pu être traduit par effectivement, et comparare, comparer. Évidemment, affirmer une plus grande force, ça ne veut pas dire que l'âme se livre à un processus intellectuel qui serait une comparaison entre deux moments de la puissance d'agir de son corps. Il y a objectivement une transformation de la puissance d'agir dans le corps qui est traduite intellectuellement, affectivement, par une transformation de l'état de l'âme. Donc, tout cela se fait de façon pré-rationnelle, pré-intellectuelle. Alors, ici, comme l'essence de l'âme consiste, il renvoie aux deux propositions qui précèdent la petite physique de l'éthique 2, en ce qu'elle affirme l'existence actuelle de son corps, et que par perfection nous entendons l'essence même d'une chose, il suit donc que l'âme passe à une perfection plus grande ou moindre quand il lui arrive d'affirmer de son corps ou d'une partie de celui-ci quelque chose qui enveloppe plus ou moins de réalité qu'auparavant. Autrement dit, l'âme est plus ou moins parfaite quand son corps a plus ou moins de puissance d'agir, plutôt quand elle affirme de ce corps plus ou moins de puissance d'agir. Remarquez qu'il n'est pas dit ici que ça se passe, alors c'était ça l'ambiguïté du simul initial, il n'est pas dit ici que ça se passe exactement en même temps que le corps a effectivement ses puissances d'agir. Mais c'est autant le cas quand l'âme l'affirme de ce corps. Ça devrait nous faire réfléchir à ce qui se passera lorsque le corps aura disparu et que néanmoins l'existence de l'âme subsistera dans l'éternité. Eh bien, l'existence de l'âme pourra continuer à affirmer quelque chose au sujet du corps, même s'il n'existe plus, et ça permettra de comprendre pourquoi la part plus ou moins grande d'éternité de l'âme est liée à la part plus ou moins grande d'aptitude, c'est-à-dire de puissance d'agir, qu'a eu le corps tant que le corps existait dans la durée. Donc on va ici se marquer un jalon pour ce qui lira dans les propositions les plus difficiles et apparemment les plus étranges de l'éthique 5, à savoir ce lien entre la perfection de l'âme dans l'éternité et les aptitudes du corps dans la durée. Ce lien qui surprend tellement un certain nombre de commentateurs. Quand donc j'ai dit plus haut que la puissance de pensée de l'âme était accrue ou diminuée, je n'ai rien voulu entendre, sinon que l'âme avait formé de son corps ou d'une partie de celui-ci une idée exprimant plus ou moins de réalité qu'elle avait précédemment affirmée de son corps. Car on estime la valeur des idées et la puissance actuelle de pensée sur la valeur de l'objet. C'est évidemment une thèse forte de Spinoza, qu'il a déjà énoncée dans la fin de l'entendement, et c'est elle qui a gouverné la physique de Éthique 2. Puisque, à propos de toutes les âmes, on peut dire qu'elles sont liées à un corps, l'excellence différentielle des âmes sera liée à la capacité différentielle de leur corps, c'est-à-dire du corps qui est leur objet. Donc, ce qui va permettre de je reviens à Éthique 2, ce qui va permettre de distinguer entre l'âme de l'homme et l'âme des animaux, entre l'âme de certains hommes et l'âme des autres, à l'intérieur de l'âme de certains hommes, entre ce qu'elle est à un tel moment et ce qu'elle est après un itinéraire philosophique, eh bien c'est la multiplicité des aptitudes de leur corps. Donc finalement, les hommes sont des animaux dont le corps a beaucoup plus d'aptitudes que les autres animaux. Et il faut admettre, là aussi, chose que les commentateurs ont parfois du mal à admettre, que l'âme du sage diffère de l'âme de l'ignorant en ce que son corps a beaucoup plus d'aptitudes. Et même que l'âme d'un même homme diffère d'elle-même,
au bout d'un parcours philosophique, en ce que son corps a beaucoup plus d'aptitude. L'âme d'un mathématicien a beaucoup plus de force quand il a démontré beaucoup plus de théorèmes, etc., etc. Ça veut dire que dans les aptitudes du corps, il faut par exemple compter des aptitudes à faire une sorte d'équivalent potentiel de ce que sont des théorèmes mathématiques, ce qui n'est pas si aisé que ça à se représenter. Mais après tout, on peut imaginer que chaque fois que nous pensons à un cercle ou un triangle, il se passe dans notre corps, au moins embryonnairement, le début de la construction d'un cercle ou d'un triangle. Et donc plus notre âme devient forte en ce sens, plus notre corps devient puissant en ce sens. Bien, quand on est là, on a terminé la troisième partie de l'éthique, à la fois le corps des démonstrations et les définitions qui rappellent ces démonstrations tout en les modifiant parfois. Avant de passer aux applications de cette théorie des affects, je voudrais m'arrêter un instant sur ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'éthique 3 ? On a vu Spinoza au début, revenons à l'introduction, dire ce qu'il ne voulait pas faire et ce qu'il voulait faire. Je relis le début de la préface d'éthique 3. Ceux qui ont écrit sur les affects et la conduite de la vie humaine semblent pour la plupart traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. Donc, ce qu'il ne veut pas faire, c'est considérer les passions comme des choses extranaturelles, comme des vices qui échapperaient à la puissance de l'homme. En vérité, on dirait qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un état dans l'état, comme un empire dans un empire. Donc moi, Spinoza, je veux le considérer comme subissant les lois générales de cet état, qui est la nature. Et donc, je vais à la fin de la préface, la nature est toujours la même, sa vertu et sa puissance d'agir est une et toujours la même, c'est-à-dire les lois et les règles de la nature, conformément auxquelles tout arrive et passe d'une forme à une autre, sont par toujours les mêmes. Par suite, la voie droite pour connaître la nature des choses doit être aussi une et la même, c'est toujours par le moyen des lois et règles universelles de la nature. Les affects donc de la haine, de la colère, de la envie, considérés en elles-mêmes, suivent de la même nécessité, de la même vertu de la nature que les autres choses singulières. En conséquence, elles reconnaissent certaines causes par où elles sont clairement connues et ont certaines propriétés aussi dignes de connaissance que les propriétés d'une autre chose quelconque, dont la seule considération donne du plaisir. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Oui, il a effectivement analysé géométriquement et dynamiquement comment sont produites les passions, y compris celles qui nous paraissent le plus nuisibles, la haine, la jalousie, etc., etc. Et, ce qu'il n'avait pas dit dans la préface, mais qui au fond est le corollaire de cette attitude, lorsqu'il a analysé certaines passions que la tradition morale considère comme des vertus, l'humilité, le repentir, la modestie, il n'a pas manqué de montrer qu'elles avaient la même racine que les passions. Donc, en ce sens, il s'est bien tenu à ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, une deuxième chose. Il dit, dans la première phrase, ceux qui ont écrit cet affect et la conduite de la vie humaine. A pu traduire ainsi, vivendi ratione. Hominum vivendi ratione. C'est donc que le but, l'objet de Éthique 3, ce n'est pas simplement les affects, c'est la hominum vivendi ratio, le principe de vie des hommes. Ça implique deux choses. Premièrement, qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler la vita hominum, la vie des hommes. Et deuxièmement, qu'on peut le soumettre à une ratio. Je reprends chacun de ces deux points séparément. On peut considérer que Éthique 3, et peut-être les deux qui suivront, se présente comme une science. Ils viennent de le dire. Il le redira dans notre passage. Puisque c'est une partie de la nature, c'est l'objet d'une science. Mais c'est la science d'une partie tout à fait particulière de la nature, à savoir la vie humaine. Donc, Éthique 3, c'est une science de la vie humaine. Spinoza construit sous nos yeux une science de la vie humaine. Or, quelque chose que peut-être on n'a pas assez remarqué, c'est que le terme « vie » dans vie humaine, bien entendu, ne désigne pas simplement la circulation du sang, ne désigne pas simplement la vie physiologique,
mais surtout ne désigne pas quelque chose de statique. Vous avez remarqué dans les leçons précédentes les références de Spinoza à l'éducation des enfants. Ce que les parents, les passions que les parents utilisent, les passions que l'éducation produit. Donc, ce qui intéresse Spinoza finalement dans cette science de la vie humaine, c'est de montrer que nous, les hommes, nous avons au départ un petit stock de caractéristiques qui est premièrement un corps et deuxièmement l'imaginaire. On peut dire que toutes les caractéristiques que nous avons se ramènent à cela. Ce corps, Spinoza n'en course pas une physiologie très détaillée. Vous avez vu qu'au début de l'éthique 3, il renvoie à l'éthique 2. Et dans l'éthique 2, les postulations sur le corps humain étaient quelque chose de très simple. Ce corps, au fond, peu importe qu'on accepte la physiologie de Descartes ou la physiologie de Sténon ou la physiologie de tel ou tel autre médecin du XVIIe siècle, la seule chose que Spinoza demande, c'est qu'on admette que dans ce corps, il y a premièrement beaucoup de parties complexes. Deuxièmement, que ces parties complexes permettent beaucoup d'échanges avec le monde extérieur. Échange dans le sens du terme. Je prends beaucoup de choses en extérieur et je lui en rends beaucoup. Je suis très affecté par lui et très affecté par moi. Et troisièmement, qu'il y ait dans ce corps un certain nombre de mécanismes qui permettent de garder les traces de ce qui est arrivé. Des mécanismes physico-mémoriels. Remarquez donc que Spinoza pourrait tout à fait s'accommoder de la physiologie actuelle, qu'il n'a pas connue évidemment, mais au fond, si les physiologues ou les neurologues actuels, avec un vocabulaire totalement différent, avec un savoir beaucoup plus étendu que celui des médecins du XVIIe siècle, lui permettent de dire le corps humain tel que nous le connaissons maintenant, premièrement est très complexe, deuxièmement entretient beaucoup de rapports avec le monde extérieur, et troisièmement a en lui de quoi garder les traces de ce qui s'est passé. Alors ça va, on parlera maintenant de neurones, de synapses et tout ce que vous voudrez, alors que lui utilise un vocabulaire. Au fond, il accepterait parfaitement une telle physiologie. Il peut en tirer les mêmes conséquences. Donc au fond, ce qui demande à la médecine ou à la physiologie, c'est simplement ce triple stock corporel. Et à partir de ça, il pense qu'on peut construire les possibilités de la nature humaine. Il est clair que, en plus, ces trois traits ont des relations entre eux. C'est probablement parce que le corps humain est très complexe que nous pouvons avoir beaucoup de relations avec le monde extérieur. Ça suffit pour distinguer les hommes, grossièrement, par exemple, des minéraux et des animaux. Les minéraux, une pierre que vous mettez sous le soleil, comme nous, elle est formée de figures, de mouvements. Simplement, elle ne peut pas faire beaucoup de mouvements. Elle ne peut pas être beaucoup affectée par le monde extérieur, elle ne peut pas beaucoup l'affecter. Un animal peut déjà être plus affecté par le monde extérieur, affecter un peu plus. Mais si vous prenez des animaux très simples, leur type d'affection par le monde extérieur, ou le type d'affection qu'ils font subir, est extrêmement limité. Donc, la différence entre l'homme et le reste de l'univers n'est absolument pas qualitative au départ. Ce n'est pas un empire dans un empire. Il applique les mêmes lois que le reste de la nature. Simplement, c'est une différence de degré. Donc, on va déduire les passions humaines de ce petit stock de possibilités corporelles et puis de l'imaginaire qui lui est lié. L'imaginaire, c'est quoi? C'est le fait que d'une part, ce qui arrive à notre corps a en même temps un corollaire dans notre âme, dans notre imaginaire, dans notre imagination. Et deuxièmement, que ce corollaire, nous pouvons le retenir. Vous verrez qu'il y a des traces dans le corps, il y a des images qui restent, nous ne sommes pas liés à l'instant présent. C'est sans doute ce qui nous distingue la plupart des animaux. Spinoza ne s'amuse pas à dire que c'est une supériorité. Au fond, après tout, ne pas avoir de mémoire, c'est peut-être ne pas avoir de passion. Mais de fait, c'est ainsi. Alors dans la suite, plutôt, on a vu, et on reverra, qu'il y a une troisième caractéristique de l'individu humain,
c'est que son corps a des propriétés communes avec les autres corps, ce qui permet à l'âme d'avoir des notions communes, et sur ces notions communes, on pourra fonder la raison. Mais pour l'instant, tant qu'on étudie les passions, on met cette troisième caractéristique entre parenthèses. Propriétés communes et notions communes, raison, on laisse de côté. On le retrouvera dans l'éthique 4. On l'a vu dans l'éthique 2, on le retrouvera dans l'éthique 4. Donc pour l'instant, on se contente des deux premières. Et avec ces deux premières, au fond, on peut, d'une part, produire la multiplicité des passions humaines. On a vu comment Spinoza le faisait, en les ramenant d'ailleurs à l'unité très simple du désir, de la joie et de la tristesse. Mais la multiplicité de ce qu'on lit dans les tragédies, chez les historiens, dans les traités de politique, ou de ce qu'on voit, soit en soi-même, soit dans les conduites des autres, tout cela, ça peut se tirer de ce stock tout à fait minimal qu'on a énoncé au départ. Alors d'autre part, quand je dis que la vie humaine, ce n'est pas une vie statique, bien entendu, ce petit stock que nous avons au départ, il nous détermine. Évidemment, si je nais avec, si on de ma naissance, je suis borgne, ou si j'ai qu'un seul œil, ou si j'ai un type de corps qui me permet de courir très vite, ou au contraire un type de corps qui ne me permet pas de courir très vite, ce qui m'est donné au départ dans mon corps, ça fournit un certain nombre de déterminations. Peut-être même, si on admet la théorie des humeurs ou d'un tempérament qui triomphe encore en grande partie à l'époque, on peut admettre que les humeurs de mon corps vont me prédéterminer plutôt à la mélancolie ou plutôt au caractère sanguin ou au caractère colérique, encore que Spinoza l'utilise de façon assez prudente et métaphorique. Mais admettons, c'est pas très... Donc, on a au fond, chacun de nous, au départ, un stock initial. Mais ce stock initial, il va être modifié. Il va être modifié par quoi? Grâce aux traces mémorielles de nos rencontres, l'ensemble de notre biographie va nous construire une complexion qui est loin d'être réductible à ce stock initial. Elle n'est possible que par ce stock initial. En ce sens, il y a évidemment de l'inné en chacun de nous, mais de l'inné qui est pratiquement commun à tous les hommes. Et puis, ce stock initial, il va être transformé à la fois parce qu'il va nous arriver de l'extérieur, cet extérieur pouvant être purement fortuit, ou pouvant être voulu par quelqu'un d'autre. C'est le cas d'éducation par les parents. Et bien entendu, cette éducation est tout à fait efficace. Ça ne donne pas forcément ce que les parents avaient voulu, mais ça donne quelque chose. Et d'autant plus que cette éducation fait appel justement à des passions. Donc nous amènera à valoriser ou à mépriser certaines choses, etc. On l'a vu. D'autre part, au fur et à mesure que je me développe, je vais prendre des initiatives. Et là aussi, le hasard des causalités externes, des bonnes et mauvaises rencontres vont faire que certaines initiatives seront couronnées de succès, d'autres non. Et tout ça va s'inscrire dans mon corps et dans mes mémoires, dans les mémoires de mon imagination. Donc peu à peu, à partir des possibilités fournies par mon stock de caractéristiques de départ, va se constituer quelque chose que Spinoza appelle l'ingenium, en reprenant un tout à fait classique, que les traducteurs rendent en général par complexion. Alors certains le rendent par naturel, mais je crois que c'est une mauvaise traduction parce que naturel, ça renvoie un peu trop à nature, alors que dans l'ingenium, il n'y a pas natura. Et si on dit le naturel, ça laisse un peu entendre que c'est uniquement le stock de départ. Or l'ingenium, c'est le stock de départ plus ce qu'on m'a donné, ce que la vie m'a donné, ce que mes actions m'ont donné, ce que mes parents m'ont donné, ce que le hasard m'a donné, etc., etc. Et comme chaque nation, et peut-être même, pas simplement chaque nation, mais chaque église, chaque secte, chaque classe a son ingenium collectif qu'elle transmet par ses lois, par ses comportements, eh bien, mon ingenium individuel s'enrichit aussi, non seulement à travers mon expérience propre, mais à travers ce que mon expérience propre récupère de l'expérience des autres. Donc finalement, quand je dis que Éthique 3 essaye de constituer une science de la vie humaine, ce n'est pas simplement une science de la nature humaine comme donnée de départ, c'est une science de ce qui arrive à l'homme et de ce que l'homme fait de sa vie. Or, ce qui arrive à l'homme et ce que l'homme fait de sa vie, c'est ce que Spinoza appelle la ratio vivendi, le principe de vie. Alors, ce principe de vie, il peut être très passif, ça peut être simplement, dans le cas d'un homme très passionné, très passionnel, qui ne réfléchit jamais à la façon dont il vit, c'est ce que l'autre lira en lui. Comme là, Spinoza vient de lire dans un des
des explications qu'on a regardées ensemble, comment l'avare se débarrasse de ses biens sous l'effet de la crainte de la mort, etc. etc. Là, ce que Spinoza a fait, c'est dénoncer la ratio en fonction de laquelle l'avare a préféré pour un instant la continuité de sa vie plutôt que la continuité de sa richesse. Mais la ratio Wendy, ça peut être aussi la ratio volontaire choisie par quelqu'un, alors soit celui qui a dit « je consacrerai ma vie à la recherche du pouvoir ou à la recherche des richesses », soit celui qui a dit « je consacrerai ma vie à la philosophie ». Donc ça peut être une ratio qu'on a acquis au bout d'un certain temps. Donc la science de la vie humaine, c'est à la fois la science de la nature humaine comme dès le départ, la science de la vie humaine comme développement de cette nature tout le long de notre biographie, et aussi la science de ce que, éventuellement, nous pouvons faire de cette vie si nous décidons de l'organiser en fonction de la raison. C'est la question que se poseront éthiques 4 et 5. Donc, ce que nous allons lire ensuite dans éthiques 4 et 5 et dans les deux traités politiques et théologico-politiques, c'est ce que deviennent les affects qui viennent d'être énoncés ici, à la fois dans le champ de la vie individuelle, dans l'évolution, l'itinéraire de la vie individuelle, confronté à la raison, et d'autre part, ceux qui viennent dans le champ des passions interhumaines, c'est-à-dire dans la vie collective, confronté à la cité. Donc, dans éthique 4, on se posera la question suivante. Du point de vue du développement rationnel de la vie humaine, quels sont les affects qui sont utiles? Quels sont les affects qui sont utiles absolument? Lesquels sont utiles relativement? Lesquels sont absolument mauvais? Il faudra donc trouver des critères en fonction desquels faire ce tri. Et du point de vue de la politique, on se demandera quels sont les affects qui animent les foules, mais aussi qui animent les dirigeants, puisque si la vie politique, c'est la vie passionnelle interhumaine, il est clair que tout le monde dans l'histoire est passionné. Et rien que cet énoncé suffit à spécifier Spinoza, à particulariser Spinoza par rapport à la plupart des théoriciens de la politique. Parce qu'on a un peu l'impression, quand on regarde les théoriciens de la politique, depuis les origines de la pensée grecque, que la pensée politique, c'est une longue plainte au sujet de l'immaturité des foules. On pourrait dire, quand on lit les traités de politique de Platon, d'Aristote, des stoïciens et de leurs successeurs, il consiste à opposer la rationalité des souverains et le caractère émotif, variable, passionné de la foule qu'ils doivent diriger. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que Spinoza reprend la deuxième partie de cet énoncé. Effectivement, il dit la foule est variable, elle est passionnée, elle est émotive. Et il ajoute, et les dirigeants aussi. Puisque la foule est variable et émotive à cause des traits de la nature humaine, comme ces dirigeants sont eux aussi des humains, ils sont tout aussi variables et émotifs qu'elle. Simplement, ça se manifeste autrement. Donc, quand les nobles se moquent de la foule en disant qu'elle est bavarde, indiscrète et inconséquente, ils ont raison. Ils oublient de dire qu'ils sont eux aussi bavards, indiscrets, inconséquents. Simplement, comme ils ont été préparés à ce rôle, eh bien, ils ont enrobé leur vice d'une espèce, d'une teinture, d'une culture qui les rend méconnaissables, qui ajoute une sorte de patine à ces défauts, qui fait qu'ils ne reconnaissent pas, quand ils regardent les vices de la foule, leurs propres vices dans ce miroir qu'elle leur tend. Donc, pour Spinoza, la vie politique, c'est bien la vie passionnelle, mais c'est la vie passionnelle de tous. Ce n'est pas la vie passionnelle des gouvernés. Donc, dans les prochaines séances, on s'intéressera à ces deux applications de la vie affective humaine.